Salut, moi c'est PL Cloutier, je suis YouTuber, je suis grand fan de Flamand Rose, de Zac Efron et de Bon Verre de Vin. Toi tu m'oublies et moi je reste ici. Mais quand tu rougis, j'ai le cœur en débris. Un état d'âme qui me prend souvent, un cri à l'injustice plein de sentiments. Essayer d'être au moment présent, mais se buter à ta porte et à toi qui mens. Ton attitude pèse lourd sur mon amour. J'attends la trêve et je reste encore un bon élève. Et malgré tout, je joue selon les règles. Donc, on est présentement dans le théâtre Paul-Émile Meloche à l'école secondaire Vaudreuil, qui maintenant s'appelle la Cité des Jeunes, mais que moi, je n'ai pas connu comme la Cité parce que je suis un ancien de l'école ici. Puis c'est drôle parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis parti du sud-ouest, si on veut, de Vaudreuil-Soulanges. Puis à chaque fois que je reviens ici, c'est tellement bizarre, ça me ramène exactement où j'étais quand j'étais étudiant. C'est la scène où j'ai participé au spectacle d'amateurs où on faisait le théâtre pour enfants. J'ai plein de souvenirs qui sont associés à la salle ici. Il y avait les midis cinéma. Je me pensais à ça en m'en venant ici tantôt. C'est ici qu'ils avaient diffusé les images du 11 septembre. Ils avaient arrêté les cours. On était ici pour regarder ce qui se passait autour du monde. Fait que de revenir ici, ça me rappelle que j'ai vieilli parce que ça fait longtemps que j'ai gradué d'ici. Mais ça me rappelle aussi tout le temps où j'étais un étudiant au secondaire. Ça me ramène à le genre d'étudiant que j'étais. J'étais impliqué dans tout. C'était vraiment ridicule, là, comme... J'ai passé, dans le fond, 2 années à l'école secondaire Vaudreuil. Avant ça, j'étais à VCHS, qui est l'école anglophone maintenant à Saint-Lazare. Puis, vraiment, j'ai eu un secondaire qui était divisé en 2. Il y avait les 3 premières années de mon secondaire où j'étais quelqu'un d'un peu timide, qui était vraiment concentré sur le parcours scolaire, mais je faisais pas grand-chose d'autre. J'avais pas beaucoup d'amis, tout ça. Puis, quand je suis arrivé ici, à l'ESV, à la Cité, bien, c'est là que je me suis vraiment comme, un peu comme découvert comme personne, parce que là, j'étais impliqué dans l'impro, le spectacle d'amateur, j'étais impliqué dans tous les comités qui ne pouvaient pas, le comité de l'album du bal, tu sais, j'étais vraiment dans plein d'affaires. Puis, ça me rappelle comment j'ai vraiment découvert toutes les passions qui me font vibrer encore aujourd'hui. Mais surtout, ça me rappelle que dans mon secondaire 5, je n'allais pas vraiment à mes cours parce que j'étais complètement impliqué dans tout ce que je pouvais. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand on comptabilisait dans notre bulletin le nombre d'absences qu'on avait eues, tout ça, j'avais 125 périodes d'absence motivées par la secrétaire. Je n'allais pas vraiment à mes cours. Ça, c'est genre 5 semaines de cours manqués dans mon année, ça n'a pas rapport. Ouais, je faisais trop de choses, sauf aller au cours. Mon plus grand rêve, c'est vraiment ici que j'ai réalisé ça, c'était de devenir un comédien. Moi, dans la vie, là, je me voyais vraiment devenir un acteur, faire des films. Je me voyais comme le prochain Leonardo DiCaprio. Finalement, ben c'est ça, ça n'a pas vraiment marché. Mais vraiment, je me destinais à un parcours vraiment pour être acteur. Puis, quand je suis allé au cégep, c'était complètement en lien avec ça. J'étais allé en théâtre et communication au Conservatoire La Salle. Puis, pendant mes études, j'ai vraiment réalisé que j'avais pas grand chance de devenir le prochain Leonardo DiCaprio. Ça fait que j'ai rapidement compris que c'était peut-être pas ma force à être un acteur. Mais j'ai découvert tout le côté des communications, le monde des médias, la radio, la télévision, le journalisme, tout ça. Fait que j'ai vraiment plus suivi un chemin qui menait vers ça. Puis, dans le processus, j'ai réalisé que, dans le fond, je voulais être comédien parce que mon but, c'était d'être à la télé. Donc, c'est comme si dans ma tête, à ce moment-là, c'était ça le parcours possible. Puis, petit à petit, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres chemins possibles. Donc, mon rêve, c'est d'être comédien. Mon rêve d'être comédien s'est transformé en rêve de devenir animateur de télévision. Ça fait que pendant tout mon cégep, tout ça, j'ai fait plein de choses pour vraiment me rapprocher de ce rêve-là. Je faisais de la radio étudiante. J'avais un blog qui s'appelait Blog Télé où on faisait des genres de reportages, mettons, au tapis rouge du gala artiste, tout ça. Puis on écrivait des critiques de nos émissions de télé préférées. J'étais avec 2 amis à ce moment-là. Puis mon rêve de faire la télévision
de devenir animateur de télé n'a pas été aussi facile à réaliser que je m'attendais, ce qui fait que je me suis retrouvé sur YouTube à faire frire des Big Mac dans ma friteuse, ce qui était vraiment pas un parcours que j'avais prévu. Comme mon rêve, moi, c'était de devenir animateur de télévision. Tout ce que je faisais dans ma vie professionnelle puis même personnelle était dirigé vers atteindre cet objectif-là. J'allais assister à toutes les émissions de télé qu'on peut imaginer dans le public. J'allais faire des stages avec des animateurs de télé pour voir comment ils travaillaient. Aussitôt qu'il y avait une nouvelle émission qui s'en venait, j'appelais les producteurs. Là, allez-vous passer du monde en audition? J'aimerais vraiment ça, pouvoir tenter ma chance. Allez voir, je me suis amélioré. J'ai fait plein de stages, tout ça. Puis, ça n'arrivait pas. On m'a dit non des dizaines et des dizaines de fois. Je me suis même réessayé en deuxième audition. J'étais comme, ah là, vous revenez pour une autre saison de votre émission. J'aimerais ça y aller. Puis, je réauditionnais, puis encore, on me disait non. Fait que pour moi, ça n'a jamais été un chemin facile, la télé. Puis, quelques années après que j'ai terminé mes études à l'UQAM en télévision, il n'y a rien qui fonctionnait bien, on ne m'engageait pas, on ne voulait pas de moi à la télévision. Je ne me suis jamais senti aussi loin de mon rêve qu'à ce moment-là. Je ne travaillais pas, je manquais d'argent. Il a fallu que mes parents me passent des sous pour pas que je fasse faillite, dans le fond, qu'on m'enlève mon condo. Ça allait pas bien. Puis c'est un soir, alors que je noyais ma peine sur une terrasse avec un ami qui m'a dit « Bien, pourquoi tu fais pas YouTube? » Puis moi, j'étais comme « Mais YouTube, comme je connais ça parce que je l'utilisais pour héberger des vidéos et des choses de même, mais comme un YouTuber, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça fait que là, j'étais comme, OK, j'irai voir ça, qui je devrais comme surveiller. Puis là, il me parle de Tyler Oakley. J'étais comme, OK, bon, Tyler Oakley, je sais pas c'est quoi, je vais aller voir ça. Puis le lendemain, étant donné que j'étais chômeur, en fait, j'avais même pas le chômage, mais j'aurais souhaité être chômeur. J'étais juste sans emploi. J'étais chez nous, puis je me suis dit, bon, mais je vais regarder c'est quoi ça, Tyler Oakley. Fait que là, j'avais mon cahier Canada à côté de mon ordinateur. Puis là, j'ai commencé à regarder des vidéos. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, c'est quoi ça? Puis là, j'ai comme découvert toute la bébite YouTube, qui était des gens qui se filment eux-mêmes chez eux. Il y a du montage rapide, ils ont de la musique, ils répondent à des questions, ils font des jump cuts. Plein de choses que j'ai comme découvert. Puis là, je fais, bon, Tyler Oakley, OK, je vais m'abonner à lui. Ah, on peut s'abonner. Je découvre comme toute l'espèce de monde YouTube. Puis je vois Tyler Oakley faire une vidéo avec Marcus Butler. Fait que là, je fais comme, ah, c'est qui ça, Marcus Butler? Ah, bien, je vais m'abonner à lui. Puis là, pendant tout le temps que je regardais ça, dans mon petit cahier, je notais plein de choses. OK, il parle comme ça, il commence ses vidéos en disant toujours un peu la même phrase, les titres sont en majuscules, ils font des vidéos avec leurs amis pour se faire découvrir. Fait que là, je notais tout ça. Puis je découvrais tout un monde de vedettes, si on veut, dont moi, je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Puis je découvrais des gens, des YouTubers pour qui on criait dans des événements. Les gens faisaient la file pour prendre des photos avec eux, qui faisaient des tournées de spectacles, qui faisaient plein de choses que dans ma tête, j'étais comme, mais il faut que tu sois un animateur de télé pour pouvoir faire ça. Fait que pendant 3 semaines, j'ai vraiment comme un petit élève, là, noté des affaires que je remarquais sur YouTube. Puis 3 semaines plus tard, j'ai décidé que j'allais l'essayer parce que, anyway, j'avais rien d'autre à faire. Je travaillais pas, j'étais chez nous en train de désespérer. Fait que j'ai utilisé ma caméra, je connaissais déjà le montage parce que j'avais étudié à l'UQAM en télévision. Fait que j'ai comme un peu jumelé toutes sortes de connaissances que j'ai ramassées un peu d'un bord puis de l'autre du secondaire jusqu'à la fin de mes études. Puis j'ai fait ma première vidéo YouTube. Et la suite est arrivée 5 ans plus tard. J'ai 300 000 abonnés. Je n'ai jamais arrêté vraiment de faire les vidéos. Puis c'est ça. C'était vraiment un peu un geste de la dernière chance, qui est comme intense de dire ça parce qu'à l'époque, j'avais moins de 25 ans. Mais ouais, c'était vraiment comme le tout pour le tout à ce moment-là. YouTube, pour moi, ça a été comme presque un accident de parcours. Mais positivement, pas comme, évidemment, pas un vrai accident, mais c'était pas prévu. Salut, c'est P.A. Cloutier. Wow, je vous parle ailleurs que sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est spécial. Ben coudonc! Aujourd'hui, je vous parle de consommation d'alcool. Ouais! On m'a demandé de vous parler de consommation d'alcool responsable et je pense que je suis très bien placé pour vous parler de consommation d'alcool responsable. Parce que je suis un adulte. Responsable ou pas. Ce qui est fou sur YouTube, c'est que quand on commence à publier des vidéos, normalement, on va avoir comme 2-3 vues. Ça va être nos amis puis nos parents qui vont aller voir nos vidéos. Moi,
à ma première vidéo, j'avais 1000 vues. Et ça arrive à personne sur YouTube. J'ai juste été vraiment chanceux. J'avais fait ma première vidéo, c'est gênant, là, je ne veux même pas la réécouter, mais dans le fond, je lisais un article qui était complètement ridicule sur le site Canoë Santé. Puis c'était genre ou Canoë Lifestyle, puis c'était des trucs pour séduire dans une première date. Puis c'était tous des trucs genre acheter une glace et lécher votre glace langoureusement en fixant votre partenaire dans les yeux. Puis j'étais comme, voyons donc. Fait que j'ai fait une vidéo, dans le fond, pour me moquer de cet article-là qui était comme exagéré. Puis tout de suite, Canoë l'a partagé et l'a intégré dans leur site web à la suite de l'article, ce qui fait que moi, j'ai eu des vues tout de suite. Puis j'ai réalisé que il y avait vraiment comme un trafic sur le web ou un achalandage ou un public qui était là pour ça. Fait que j'ai continué. J'ai fait une deuxième vidéo, puis une troisième, puis une quatrième, puis j'ai juste jamais arrêté. Puis ma chaîne a tout le temps grossi en ayant plus d'abonnés, ce qui m'a permis de faire des vidéos avec d'autres YouTubers qui avaient beaucoup d'abonnés, comme Emma Bossé, comme Lisandre Nadeau, Thierry Doucet, plein de monde que j'ai découvert par YouTube. Puis ma chaîne évoluait, puis en quelque chose comme un an et demi, j'avais déjà 100 000 abonnés, ce qui est vraiment rare. Comme je pense, comme j'ai de la difficulté à me l'expliquer pourquoi. Peut-être que j'étais rendu là dans ma vie parce qu'on m'avait tellement dit non, puis plein de choses que là, j'y allais all-in sur YouTube. Mais je pense aussi que j'ai juste été chanceux au niveau du timing. YouTube était comme dans ses débuts. Il n'y avait pas 46 millions de Québécois si tu voulais suivre des Québécois sur YouTube. Fait que je pense que j'ai été chanceux à ce niveau-là. Puis là, c'est ça. Ça continue de grandir, mais ça, c'est tout le défi sur YouTube. C'est pas de faire la première vidéo, c'est de faire la troisième, la quatrième, la centième, la 200e, la 500e. C'est ça qui est le vrai défi YouTube. Ce que je fais sur YouTube, ça a quand même beaucoup évolué au travers du temps. C'est pour ça que je suis très gêné d'aller voir mes premières vidéos parce que je comprends pourquoi on me disait non en télévision. J'étais pas bon. Ce qui fait que je note, moi, quand même, une amélioration au fil du temps. C'est quand même dur d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu mes vidéos c'est quoi que je fais parce que c'est très varié. Mais il y a une chose qui était vraiment écrite sur un bout de papier que j'avais épinglé dans mon bureau avant de commencer ma chaîne YouTube. Puis ça, je ne l'ai pas dit souvent parce que j'aime pas trop comme dévoiler publiquement, pas de la stratégie, mais un peu comme la réflexion dans mon processus. Puis j'avais écrit sur un bout de papier que j'ai épinglé, j'avais écrit « Ton ami sur Internet ». Puis c'était vraiment ça qui était l'angle de toutes mes premières vidéos. Puis je dirais que ça a duré 2-3 ans. Maintenant, je m'en fous. Vous ne pouvez pas m'aimer, ça ne me dérange pas. C'est pas vrai. Mais c'était vraiment ça, mon angle. C'est vraiment comme mon ami. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que ça fait un ami? Bien, ça te donne de ses nouvelles, ça te raconte des histoires drôles, ça fait des jeux, ça te parle de tout et de rien. Tu sais, j'avais vraiment une approche qui était, je vais être ton ami sur Internet. Puis ça a été beaucoup l'essence de mes trucs. Jusqu'à temps que à un moment donné, je fasse, bien, je ne peux pas vraiment être l'ami de 300 000 personnes. Il y a comme quelque chose de complètement impossible là-dedans. Puis ça venait aussi avec une pression du monde qui me racontait leurs histoires, leurs peines, leurs bons coups. C'est leur anniversaire, ils veulent que j'aille faire un tour. J'avais comme ouvert la porte sur quelque chose d'ingérable un peu. Puis là, je dirais que depuis un an ou deux, pas que je referme la porte parce que je pense que je suis encore très proche des gens qui me suivent, mais je suis un petit peu plus discret. Je montre beaucoup moins ma vie personnelle qu'avant. Je fais moins de trucs par rapport à mon quotidien. J'ai envie que les vidéos soient aussi intéressantes pour quelqu'un qui ne me connaît pas que quelqu'un qui me suit depuis le début. Fait que je dirais que mon contenu a beaucoup évolué au fil du temps, mais on dirait que ce que je souhaite, c'est tout le temps juste qu'on ait passé un bon moment quand on regarde mes vidéos. Tu sais, je ne fais pas les choses en me disant « je vais changer la vie de ces gens qui me regardent ». Honnêtement, là, quand je ne serai plus là, s'il ne reste rien, ça ne me dérange pas. Mais au moins, quand je suis là, j'espère qu'on a eu du fun et que ça a été agréable pendant que j'étais là. T'sais. Pour avoir des bons clics sur YouTube, j'adorerais connaître la recette magique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de durée de vidéo qui sont mieux qu'une autre. Il n'y a pas de fréquence de publication qui sont plus intéressantes. Il n'y a pas de mots-clés qui sont vraiment bonnes. Puis, il n'y a surtout pas une recette que YouTube nous donne. Les YouTubeurs, on est comme le public, on est des usagers de YouTube. On ne connaît rien de plus que tout le monde. On y va à essai-erreur. Moi, ma façon de voir ça, c'est que tu es toujours mieux, si tu n'as rien à dire, tu es toujours mieux de ne pas parler sur Internet.
Dans le sens que je trouve que c'est plus intéressant d'être là quand on est content puis qu'on est fier de ce qu'on a à montrer puis qu'on pense que tout le monde va avoir envie de l'écouter jusqu'au bout plutôt que de presser le citron puis sortir des vidéos qui finalement intéressent moins. J'ai l'impression que ça, on peut peut-être diluer l'intérêt qu'on pourrait avoir pour une chaîne. Moi, j'étais avant dans une approche où je pensais que la fréquence était super importante. Maintenant, je ne me mets pas cette pression-là. Je publie quand j'ai l'impression que j'ai une bonne vidéo. Des fois, ça peut prendre un mois avant qu'il n'y en ait pas. Je suis comme moins stressé. Avant, là, si j'avais pas de vidéo 2 jours, j'étais comme je vais perdre tout le monde. Je suis moins stressé à ce niveau-là. Puis YouTube a beaucoup changé maintenant. Avant, l'idée de s'abonner à quelqu'un, c'était la façon de découvrir un YouTuber. Si tu voulais voir ses vidéos, il fallait s'abonner. Maintenant, il y a beaucoup plus d'algorithmes. Il y a beaucoup plus une programmation. Quand on ouvre YouTube, il nous suggère 10-12 vidéos sur l'accueil. Qu'on soit abonné ou pas, c'est pas très important. C'est basé sur ce qu'on a regardé avant, dans les derniers jours. Fait qu'il y a tout un côté, il y a toute une approche qui a changé beaucoup sur YouTube, je dirais, dans les derniers temps. J'adorerais savoir c'est quoi la recette, parce qu'en ce moment, je pense que tout le monde cherche un peu comment retrouver mais pas retrouver nos vues d'avant, mais plus se maintenir. Continuer d'avoir les mêmes clics qu'avant, parce que c'est ça, l'espace YouTube a beaucoup changé. C'est très bizarre la relation que j'ai avec les abonnés parce que c'est presque, je sais pas comment dire, pour moi, je suis pas zen par rapport à ma relation aux abonnés parce qu'ils sont tellement investis dans ce que je fais depuis le début. Ils me supportent à chacun de mes nouveaux projets. J'ai sorti un livre, ils étaient là pour me rencontrer, ils l'ont acheté. Il y a vraiment beaucoup de copies qui ont été écoulées. Ma tournée de spectacle, la même chose. On partait pour 3 dates. Finalement, on a ajouté 7 supplémentaires. Les propriétaires de salles n'en revenaient pas de voir tous ces jeunes-là dans leur salle. Ils sont habitués à un public plus âgé. Fait que vraiment, j'ai l'impression que je ne peux pas laisser tomber les abonnés. Mais en même temps, comme je disais, c'est pas possible d'être l'ami de 300 000 personnes en même temps. Puis c'est le fun de montrer son party de Noël puis ses affaires quand tu as 1000 abonnés, disons, mais quand tu es rendu à autant d'abonnés que moi, il y a un petit côté où j'ai l'impression de perdre ma vie personnelle en la partageant trop. Pas que je me suis refermé, disons, mais je suis beaucoup plus, mais pas craintif. Oui, c'est peut-être un peu ça, craintif, où j'ai moins de goût de tout montrer parce que il y a beaucoup de choses dans ma vie où j'ai pas vraiment envie d'avoir. Tu sais, mettons, là, je me suis acheté une nouvelle voiture. Je l'aime, ma nouvelle voiture. Je l'ai magasiner, je suis excité, je suis fébrile. J'ai pas envie de la montrer parce que j'ai pas envie d'avoir le monde qui me dit « Ah, mais mauvais choix, t'as-tu lu ça? » Nanana. Il y a comme un côté où j'ai tellement ouvert la porte sur des aspects de ma vie que là, j'ai comme pas envie qu'on vienne commenter mes choix, mes affaires. Mais en même temps, j'aime ça. Il y a comme 95 des commentaires. Je suis comme, c'est le fun, l'échange qu'on a. Et que le monde est mature. Puis je suis pas obligé. Souvent, on a l'impression dans les médias qu'il faut qu'on s'adresse comme si le monde ne connaissait rien. Je peux avoir des conversations hyper matures, profondes avec les abonnés, puis ils comprennent toutes les zones grises. Mais il y a toujours le petit 5 qui vient comme, me dire, crime, j'aurais pas dû en parler parce que là, je suis obligé de me défendre. Comme j'ai signé le pacte, le fameux pacte, là. J'endosse chacune des lignes de cette affaire-là, mais je regrette de l'avoir signé parce que là, il y a une espèce de... Le backlash de ça, c'est que là, il y a une espèce de chasse aux sorcières. Aussitôt que je fais quelque chose dans mes stories, il y a quelqu'un pour venir dire « Oui, mais le pacte, tu as signé le pacte. » Tu sais, ça gosse. Fait qu'il y a comme un côté de moi en ce moment qui fait un petit peu plus attention. On me sollicite pour des tournages de télé chez moi. Je refuse maintenant. J'ai comme pas envie de... c'est pas facile, je ne sais pas comment le dire. Puis aussi, il y a tout le côté par rapport à ce que moi je publie, que là, ça, je le contrôle. L'autre partie que je ne contrôle pas, c'est tous les gens qui m'écrivent qui ont besoin d'aide. Puis ça, j'adorerais être formé pour pouvoir agir puis pouvoir les supporter dans de la détresse, tout ça, mais je ne suis pas équipé pour ça. Non plus, il y a une contrainte de temps. Là. Je ne peux pas non plus tout arrêter tout le temps. Puis il y a aussi, est-ce que la personne veut avoir mon attention avec une histoire troublante ou c'est une réelle histoire troublante? Des fois, à la part des choses, c'est difficile à faire. Fait qu'il y a tout ce côté-là aussi que j'ai, comme à un moment donné, il a fallu que j'arrête, que je me distancie de ça parce que c'était lourd à porter. Puis, tu sais, j'ai inclus ma mère aussi dans mes vidéos.
ma mère ne le vit pas à la même intensité que moi, tout ça. Fait que c'est sûr qu'elle, elle va être du genre à inviter du monde, des abonnés à la maison, puis quand c'est le temps des fêtes, puis des affaires que je suis comme, tu sais, c'est mon temps des fêtes à moi aussi. On dirait que là, d'ouvrir la porte à tout ce monde-là, tu m'enlèves une partie de ma propre vie. C'est très compliqué. Comme tu peux voir, je ne suis pas zen par rapport à tout ça, mais tu sais, à la fin de la journée, j'ai couru après, tu sais. Fait que je peux pas comme fermer la porte d'un grand coup sec. Je le savais dans quoi je m'embarquais avant d'aller là, mais disons qu'en ce moment, je suis un petit peu plus... c'est ça, je calcule peut-être un petit peu plus ce que j'offre versus ce que je garde vraiment juste pour moi. En parallèle de ma chaîne YouTube, il y a aussi eu d'autres projets, puis c'est le fun parce que c'est vraiment des trucs que j'aurais jamais pensé faire ces trucs-là. C'est vraiment juste arrivé un peu de façon très logique. Il y a eu un livre que j'ai sorti qui s'appelle « Tout va bien été, mon récit réconfortant ». Puis j'ai fait une tournée de spectacle aussi qui s'appelait « Bonne fête à moi », que j'ai trimballé un peu partout au Québec. Il y a déjà 1 an et demi que c'est terminé tout ça. Puis c'est drôle parce que c'est 2 projets qui sont complètement différents, mais qui partent un peu de la même place, mettons, au niveau de la création. Puis ça part vraiment du principe que pour moi, dans la vie, l'idée de jamais avoir fait quelque chose, c'est une raison suffisante pour l'essayer. Puis moi, je ne pensais pas que j'étais capable de faire un livre ni une tournée de spectacle. Puis je voyais d'autres personnes le faire, entre autres Tyler Oakley, qui est mon idole depuis que mon ami, sa terrasse, m'a dit d'aller voir sa chaîne. Depuis ce temps-là, c'est mon idole. Puis il avait fait une tournée de spectacle. Puis je me suis dit, il n'y a personne qui a fait ça encore au Québec, une tournée de YouTubers. Je vais l'essayer. J'ai rencontré des producteurs chez Venco. Ils ont embarqué dans le projet avec moi. Les propriétaires de salles comprenaient zéro c'est quoi que j'allais faire. C'est un show d'humour, c'est une pièce pour enfants, c'est une conférence. C'est un spectacle de YouTubers. C'est une catégorie à part. Puis, j'aurais jamais pensé que j'allais faire un spectacle demain parce que l'idée pour moi de monter sur scène seul, c'est comme... Il n'aurait pas fallu inspecter mes sous-vêtements après mon premier spectacle. J'étais un peu stressé. Honnêtement, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Puis j'ai fait 10 spectacles, on a vendu plusieurs billets, puis ça a été une super expérience personnelle, mais aussi, je pense, pour le public, tout ça, puis les YouTubers invités qui venaient à la tournée. Fait que pour moi, la tournée de spectacle, c'est vraiment juste une conséquence de ma chaîne YouTube d'avoir pu avoir ce petit bonbon-là, dans le fond, parce que pour moi, c'était juste du bonheur, là, toute cette expérience-là de rencontrer les abonnés. Puis le spectacle durait 1h15, puis la séance de photos et de signatures durait 2 heures. C'était juste, je retournais chez nous sur un high pendant 3 jours. C'était vraiment fou. Puis le livre, c'est la même chose. J'avais jamais pensé qu'écrire un livre était quelque chose que je pouvais faire. Quand j'étais au secondaire, étant donné que j'avais passé 3 ans, secondaire 1 à 3, à une école anglophone. Pour moi, quand je suis arrivé en secondaire 4, mon français était vraiment pas à niveau. J'étais pas bon en français. Il ne faudrait pas relire ce que j'écrivais à ce moment-là. Je faisais des fautes. Vraiment, j'avais un retard, si on veut, à rattraper. Puis vraiment, en ayant le blog, tout ça, j'ai compris conscience du fait que quand on écrit pour être lu, il faut quand même s'appliquer au niveau de l'orthographe, tout ça. Fait que j'ai vraiment comme mis les bouchées doubles. Puis moi, je ne pensais pas qu'écrire un livre, c'est quelque chose que j'allais faire un jour. Puis l'opportunité d'écrire le livre est arrivée avec les Éditions de l'Homme. Puis vraiment, c'est un livre où il y a beaucoup de gens qui me pensaient que c'était une biographie, mais je trouve que c'est un peu comme ma tournée de spectacle où on n'arrivait pas à mettre une catégorie dessus. C'est un livre de YouTuber. C'est pas une biographie. Il manquerait beaucoup de bouts. On s'attend à connaître toute ma vie parce que je ne parle pas de ma petite enfance, je ne parle pas de plein d'affaires dont je ne parle pas dans mon livre. C'est plus des courts chapitres sur différents thèmes qui concernent mes débuts dans la vie. Fait que mon premier appart, mes premiers emplois, mon coming out, mes coming out en fait que j'ai dû faire. Il y a plein de trucs, mes premières dates, j'ai des histoires de brosses là-dedans, j'ai un chapitre sur comment je déteste vieillir et sur la pression que met les médias sociaux sur notre rapport à notre apparence. Fait qu'il y a un chapitre là-dessus. C'est vraiment plein de réflexions. Mais en gros, le but du livre, c'était de donner une espèce de lecture positive, quelque chose que tu finis de lire puis tu te sens mieux après l'avoir lu. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle « Mon récit réconfortant ».
Puis le livre, vraiment, c'est ça, c'était vraiment un projet dans lequel je me lançais sans trop savoir si j'étais capable de faire ça. Puis il est sorti depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Il est sorti en France aussi. J'ai vu mon livre dans des boutiques sur les Champs-Élysées. J'étais comme « What? Est-ce que c'est moi, ça? » Des fois, j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un d'autre. C'est trop bizarre. Ouais, fait que tout ce projet-là, c'est vraiment grâce à YouTube que c'est arrivé. Pour la suite des choses, moi, je suis une personne qui... là, c'est ça qu'on fait un bilan. Fait qu'on a l'impression, je suis comme « Ah, mes beaux projets que j'ai faits. » Honnêtement, là, je n'ai pas pensé à ma tournée de spectacle ni mon livre depuis des semaines. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est en train de regarder puis être fier de tout ce que j'ai fait. Quand mon livre est sorti, 2 semaines après, ou même pas 2 jours après, j'étais comme « Bon, prochain projet. » Je suis vraiment rapide à passer à la prochaine étape. En ce moment, je dirais que mon souhait, c'est que ça dure. Parce qu'on sait combien de temps peut durer une carrière en télévision ou une carrière d'acteur ou un humoriste. Il y en a qu'on suit depuis des... Bon, les YouTubeurs, on ne le sait pas. Est-ce qu'on est des vieux mots-clés puis l'algorithme décide de nous déclasser puis on tombe dans le crack sur YouTube? Il n'y a plus de fraîcheur non plus. L'attrait de la nouveauté, c'est important. On le voit avec la télé-réalité, les candidats, on est très, très friands de savoir ce qui se passe avec eux quand c'est la saison. Saison suivante, il y a des nouveaux. Oups, l'intérêt se déplace. Bon. Qu'est-ce que je fais, moi, sur YouTube? Je ne sais pas combien de temps que ça dure. Fait que moi, mon souhait, c'est vraiment d'avoir une relation qui, moi, je trouve, qui était assez profonde avec les abonnés. J'espère que c'est pas... j'espère que ça va durer. J'espère que ça va se transformer en quelque chose d'un peu plus durable, d'un peu plus... c'est ça. Je vise vraiment du long terme. Niveau projet, j'adorerais faire de la radio. J'ai toujours fait de la radio quand j'étais à l'UQAM, même ici à la Cité. Il y avait la radio étudiante, je pense que ça a duré 3 semaines, mais j'étais là, sur l'intercom, à l'heure du lunch, dans la salle G. On pouvait m'écouter. Fait que j'adorerais faire de la radio. Évidemment, mon rêve de faire de la télé n'est pas disparu. J'adorerais avoir de la télévision, mais je ne pense pas que c'est pour tout de suite. La télévision est très... adore ses vedettes. C'est un processus en zigzag pour se rendre, mais je serais très déçu si j'ai jamais de télévision à la fin du parcours. Mais tout ce qui est arrivé, parce que la télévision n'a pas marché, n'était pas prévu, puis c'était comme, c'est tout du positif. Fait que, tu sais, dans le fond, s'il n'y en a pas, je vais être déçu, mais ce serait pas comme... J'aimerais ça dire que ce serait pas grave, mais tu sais, c'est sûr qu'en dedans de moi, je vais vouloir en faire la télévision. Mais s'il n'y en a pas, je vais avoir fait 1000 autres affaires. Mais ouais, je veux que ma relation avec les abonnés dure, je veux faire de la radio. Puis là, mon site web, plcloutier.com, est plus vivant que jamais. Et j'adore parce que là, maintenant, je parle de plein de sujets qui ne me concernent pas. Je parle de d'autres YouTubeurs, je parle de trucs vraiment, des thèmes que j'avais jamais vraiment abordés dans mes vidéos. Fait que mon site web, en ce moment, c'est un peu comme un vrai plaisir, en ce moment, de miser là-dessus. J'adore écrire le blog, j'ai vraiment du fun. Je joue selon les règles.